On est le 30 juin 1908. Un homme est assis sur le perron de sa maison. Il s'appelle Semenov. Il vit à Vanavara, un petit village perdu au milieu de la Sibérie. Il fait beau, le ciel est dégagé, et d'un coup, sans le moindre avertissement, le ciel se fend en deux. Ce sont ses propres mots. Le ciel se fend en deux et une colonne de feu apparaît au-dessus de la forêt. La chaleur est tellement intense que Semenov, sans sa chemise, commençait à brûler sur son dos. Il est à 65 km de l'épicentre. 65 km et sa chemise a pris feu. Et puis, il y a l'onde de choc. Elle le soulève de son banc et le projette à plusieurs mètres. Autour de lui, les vitres explosent, les portes sont arrachées. Et puis, plus rien. Le silence. Un petit peu plus près de l'épicentre, un éleveur de rennes du peuple Evenki, un homme qu'on connaît sous le nom de Shushan, voit apparaître ce qu'il décrit comme un deuxième soleil. Les arbres autour de lui tombent d'un coup, tous dans le même sens, comme fauchés par une main géante. 4 coups de tonnerre se succèdent. Ces rennes paniquent et s'enfuient. À plus de 1000 km de là, les sismographes s'affolent. Magnitude 5. Le signal est capté en Europe, il est capté aux États-Unis. Quelque chose de colossal vient de se produire au milieu de nulle part. Et dans les jours qui suivent, un phénomène étrange se produit. Les nuits deviennent lumineuses dans toute l'Europe. À Londres, à Paris, on peut lire le journal en pleine nuit sans éclairage artificiel. Les journaux de l'époque en parlent sans vraiment comprendre. On évoque des aurores boréales inhabituelles, des phénomènes atmosphériques inexplicables. Personne ne fait le lien avec ce qui s'est passé en Sibérie. Personne ne sait encore qu'il s'est passé quoi que ce soit en Sibérie. Sauf que personne ne va les voir. On est en 1908, en plein empire russe sous Nicolas II. La zone est l'une des plus isolées de toute la planète. Pas de route, pas de chemin de fer, rien. Et puis la Première Guerre mondiale arrive, puis la Révolution russe. Le monde a d'autres priorités. Ça n'est que 19 ans plus tard, en 1927, qu'un homme décide enfin d'aller comprendre ce qui s'est passé. Il s'appelle Leonid Kulik, il travaille au musée de minéralogie de Saint-Pétersbourg et il est obsédé par cette histoire. Il monte une expédition, recrute des guides locaux et s'enfonce dans la taïga sibérienne. Mais à mesure qu'il s'approche de la zone, les chasseurs Evenki refusent d'avancer. Ils parlent du dieu du feu, ils disent que la forêt est maudite, alors il continue seul. Et ce qu'il découvre va le laisser sans voix. Sur plus de 2000 km², la forêt est rasée. Tous les arbres sont couchés au sol, tous orientés dans la même direction, comme si une explosion géante les avait soufflés depuis un point central. Mais au centre, là où on s'attendait à trouver un cratère, les arbres sont encore debout, calcinés, dépouillés de leurs branches, mais debout. Un petit peu comme des allumettes brûlées et plantées dans le sol. Et surtout, pas de cratère, pas de roches, pas de fragments de météorites, absolument rien. Kulik fait drainer les marais, creuser des tranchées. Il photographie tout, il cartographie la zone, il interroge les habitants, il reviendra 4 fois en 20 ans. Et il ne trouvera jamais rien. Il mourra pendant la Seconde Guerre mondiale, prisonnier de guerre, sans avoir résolu le mystère de sa vie. Il faudra attendre les simulations informatiques modernes pour commencer à comprendre. Les modèles modernes suggèrent qu'il s'agirait probablement d'un astéroïde rocheux. Pas une comète comme on l'a longtemps cru, mais un caillou de 50 à 80 mètres de diamètre qui a pénétré l'atmosphère à une vitesse colossale et qui a explosé vers 10 km d'altitude. L'objet ne s'est jamais écrasé. Il s'est désintégré dans l'air. C'est pour ça qu'il n'y a pas de cratère. Mais l'énergie libérée, elle, était bien réelle, de l'ordre de 10 à 20 mégatonnes de TNT, jusqu'à 1000 fois Hiroshima. Et ça, c'était un objet de quelques dizaines de mètres, un caillou, un grain de sable à l'échelle du système solaire. D'ailleurs, il y a un détail énorme que j'ai pas encore mentionné, près de l'épicentre, il existe un lac, le lac de Tchéko, qui n'apparaît sur aucune carte avant 1908. Certains chercheurs ont proposé qu'il soit lié à l'événement, peut-être une trace d'un fragment survivant. Mais d'autres travaux suggèrent que le lac serait plus ancien. Le débat n'est pas encore tranché, mais le fait qu'on en discute encore, plus d'un siècle après, donne une idée de la violence de ce qu'il s'est passé ce matin-là en Sibérie. Alors, la question qui se pose, et c'est la question de toute cette vidéo, est-ce que ça pourrait se reproduire ? Et si oui, est-ce qu'on pourrait y faire quelque chose ? En ce moment, un astéroïde fond sur nous. Et cet astéroïde, ce n'est pas un caillou spatial, c'est l'inflation. L'inflation, en gros, c'est quand tout augmente autour de nous.
Le prix de l'essence, les courses, l'énergie. Et pendant que tout ça grimpe, il y a un endroit où beaucoup de gens laissent encore leur argent dormir, leur compte courant. Et le problème, c'est que le compte courant classique, lui, rapporte 0. Et c'est justement pour ça que je vous parle aujourd'hui de Deblock, qui est le sponsor de cette vidéo. L'idée, c'est qu'au lieu de laisser votre argent dormir, Deblock propose 4% d'intérêt fixe sur votre compte courant, sans plafond, sans limite, avec des intérêts versés tous les jours. Et au-delà de ça, vous avez aussi un compte standard gratuit, avec des virements instantanés gratuits, jusqu'à 1% de cashback, des cartes Visa Premium personnalisables, et même jusqu'à 500 € offerts une fois votre compte activé. Deblock, c'est d'ailleurs la première néobanque combinée à un vrai portefeuille crypto et la première institution financière à avoir reçu un agrément MiCA délivré par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Vos cryptos vous appartiennent réellement et vous pouvez les disposer directement sur votre compte, les convertir en euros sans limite et acheter ou vendre jusqu'à 150 cryptos. Donc voilà, si vous voulez une solution plus intelligente qu'un compte qui dort à 0 pendant que les prix, eux, continuent de monter, vous pouvez jeter un coup d'œil à Deblock avec le code Christophe. À l'inscription, vous pouvez bénéficier de 3 mois de premium et jusqu'à 500 € à l'activation de votre compte avec le lien en description. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous, on retourne à nos astéroïdes. On va commencer par un truc que la plupart des gens ne réalisent pas. Des cailloux qui tombent du ciel, ça arrive tout le temps, littéralement tout le temps. Chaque jour, il y a environ 44 tonnes de matière météoritique qui atteignent la Terre, soit de l'ordre de 16 000 tonnes par an. L'immense majorité, c'est juste de la poussière, des grains de quelques millimètres qui brûlent dans la haute atmosphère. C'est ça d'ailleurs, les étoiles filantes, et ça n'a rien de dangereux. Mais de temps en temps, c'est un petit peu plus gros, et là les choses changent très vite. Le 15 février 2013, un astéroïde d'une vingtaine de mètres de diamètre est entré dans l'atmosphère au-dessus de Chelyabinsk en Russie. Une vingtaine de mètres, c'est la taille d'un bus. Il pesait entre 7 et 10 000 tonnes, et il allait à 19 km par seconde. Pour vous donner une idée, c'est 25 fois la vitesse d'une balle de fusil. Il a explosé à 20 km d'altitude avec une puissance de 30 à 40 fois Hiroshima. L'onde de choc a soufflé les vitres de milliers de bâtiments. Plus de 1500 personnes ont été blessées, principalement par des éclats de verre. Et le truc, c'est que personne l'avait vu venir. Personne. En fait, l'objet venait de la direction du Soleil. Nos télescopes étaient aveuglés. Un bus cosmique de 10 000 tonnes qui fonce sur une ville d'1 million d'habitants, et on ne l'a absolument pas vu. 20 mètres, 1500 blessés, et personne ne l'a vu venir. Alors maintenant, on monte d'un cran. 50 mètres. Il y a environ 500 000 ans, un astéroïde de cette taille a frappé ce qui est aujourd'hui l'Arizona. Il a creusé un trou d'1,5 km de diamètre et 170 mètres de profondeur. D'ailleurs, vous pouvez encore le voir aujourd'hui, même depuis un avion. Un objet de la taille d'un immeuble de 15 étages a laissé une cicatrice visible 50 000 ans plus tard. Et ce genre d'impact, statistiquement, ça arrive tous les 1000 ans environ. 100 mètres, c'est Tunguska. 2000 km² de forêt rasée. Et encore, on est tombé au milieu de nulle part. Si c'était arrivé 6 heures plus tôt ou 6 heures plus tard avec la rotation de la Terre, c'était Saint-Pétersbourg. Une ville d'1 million d'habitants à l'époque, rayée de la carte. Statistiquement, un événement de ce type, c'est tous les quelques millénaires. Ça reste assez rare, mais c'est pas du tout impossible à l'échelle d'une civilisation. Et là, il y a quelque chose d'important à comprendre et de contre-intuitif, l'énergie d'un impact augmente avec le cube du diamètre. Ça veut dire que si vous doublez la taille de l'objet, vous multipliez par 8 l'énergie. Pas par 2, mais 8. Un objet de 200 mètres, c'est pas 2 fois pire qu'un objet de 100 mètres, c'est 8 fois pire. Un objet d'1 kilomètre, c'est 1000 fois pire qu'un objet de 100 mètres. Et là, les chiffres deviennent très rapidement terrifiants. 1 kilomètre, c'est une catastrophe régionale. Plusieurs kilomètres de diamètre, et c'est une catastrophe planétaire. Et au-delà de 10 km, on entre dans le territoire de l'extinction de masse. Là où les espèces entières disparaissent, là où le climat bascule, où la biosphère met des millions d'années à pouvoir s'en remettre. Et là, on n'est même pas encore dans les tailles qui font vraiment peur. D'après certains chercheurs, il y a 66 millions d'années, un astéroïde d'environ 10 km de diamètre aurait frappé ce qui est aujourd'hui le golfe du Mexique. 10 km, c'est un petit peu comme si le Mont Blanc tombait du ciel à 20 km par seconde. L'angle d'impact était d'environ 20 à 30 degrés, ce qui a maximisé la quantité de débris éjectés dans l'atmosphère. L'énergie libérée, de l'ordre de 100 tératonnes de TNT.
On va mettre en perspective ce chiffre parce que là, ça veut absolument rien dire tout seul. C'est des milliards de fois Hiroshima. Des millions de fois une bombe tsar, la bombe la plus puissante jamais fabriquée par l'homme. C'est un chiffre qui ne rentre tout simplement pas dans la tête humaine. Le cratère fait entre 180 et 200 km de diamètre. Mais le cratère, c'est presque anecdotique par rapport à ce qui s'est passé ensuite. Les simulations d'impact donnent une idée de ce que ça signifie concrètement. Si vous étiez à Miami, à 1000 km de l'impact, voilà ce que les modèles estiment que vous auriez vécu. D'abord, une boule de feu dans le ciel, 25 fois plus lumineuse que le soleil. Vos vêtements en prennent feu, votre peau brûle, puis le sol se met à trembler. Magnitude 10,2. C'est plus puissant que tout ce que l'humanité n'a jamais enregistré. Le séisme le plus fort de l'histoire moderne, celui du Chili en 1960, était de magnitude 9,5. Là, on est au-dessus. 8 minutes après l'impact, des débris rocheux commencent à pleuvoir dans le ciel. Des fragments de croûte terrestre éjectés par la collision qui retombent à des centaines de kilomètres. Et 50 minutes plus tard, l'onde de choc arrive. Plus de 2 bars de surpression, des vents à 300 km par seconde. Pour vous donner une idée, un ouragan en catégorie 5, c'est 70 mètres par seconde. Là, on est 4 fois au-dessus. Avec cette force, plus rien ne tient debout. À New York, à 2500 km, pas de radiation directe, mais un séisme modéré, une pluie de cailloux de 2 cm, une onde de choc équivalent à un cyclone majeur. À Paris, à 8500 km de l'impact, de l'autre côté de l'Atlantique, vous auriez senti le sol vibrer légèrement. Des poussières auraient commencé à voiler le ciel. Un vent de 50 km/h se serait levé, et vous n'auriez aucune idée de ce qui venait de se passer de l'autre côté de l'océan. Et si l'impact aurait eu lieu dans l'océan? Parce que 70% de la surface de la Terre, c'est de l'eau. Eh bien, un impact océanique de cette ampleur aurait généré des tsunamis de plusieurs centaines de mètres de haut, capables de remonter sur des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres. D'ailleurs, on a déjà retrouvé de ces traces de tsunamis gigantesques dans les couches géologiques. Mais le pire, c'est pas l'impact lui-même, c'est ce qui vient après. Les milliards de tonnes de poussière, de suie projetées dans l'atmosphère, bloquant la lumière du soleil. En quelques semaines seulement, la température chute de 10 à 15 degrés. La photosynthèse s'arrête. Les plantes meurent. Les herbivores qui dépendent des plantes meurent. Les carnivores qui dépendent des herbivores meurent aussi. En fait, c'est un effondrement en cascade de toute la chaîne alimentaire sur Terre et dans les océans. C'est ce qu'on appelle un hiver d'impact. Et pendant cette période, les poussières les plus lourdes mettent entre 1 et 3 ans à retomber. Pendant 1 à 3 ans, la Terre vit une sorte de crépuscule permanent. Et on a déjà des précédents à plus petite échelle qui donnent une idée de ce que ça signifie. En 1815, l'éruption de Tambora en Indonésie a projeté suffisamment de cendres dans la stratosphère pour provoquer des récoltes détruites dans tout l'hémisphère nord, des famines en Europe, des émeutes, des migrations. Et le Tambora, c'est juste une éruption volcanique. C'est incomparablement plus faible que ces gros impacts. Il y a 75 000 ans, l'éruption de Toba en Indonésie a projeté 2800 km3 de cendres dans l'atmosphère. Certains chercheurs pensent que ça aurait pu réduire très fortement la biodiversité sur Terre à ce moment-là. On aurait frôlé l'extinction. Mais il y a encore plus gros, beaucoup plus gros. Il y a 4,5 milliards d'années, un objet de la taille de Mars a percuté la Terre. On l'appelle Theia. C'est pas un astéroïde au sens classique, c'est une protoplanète. Mais ça illustre quelque chose d'important. À cette échelle, on ne parle plus de dégâts, on parle d'un reset complet. L'impact a liquéfié la surface de la Terre, tout ce qui existait avant, si tant est que quelque chose existait, a été effacé. Les débris éjectés par les collisions se sont agglomérés en orbite pour petit à petit former la Lune. On le sait parce que les roches lunaires ramenées par les missions Apollo présentent des similarités isotropiques frappantes avec les roches terrestres. La Lune, c'est littéralement un morceau de nous, arraché par une violence qu'on a du mal à concevoir. Et ça nous fait nous poser une question importante. Parce que si l'histoire de la Terre peut être effacée comme ça, d'un coup, par un objet suffisamment gros, alors qu'est-ce qui nous protège? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ou alors est-ce qu'on est juste là, sur notre petit caillou bleu, à tourner autour d'une étoile ordinaire en espérant que rien de trop gros ne croise notre route? Parce que si on regarde l'histoire du système solaire dans son ensemble, les impacts, c'est pas l'exception, c'est la règle. C'est comme ça que les planètes se sont formées, par collision, par accumulation, par violence. La Terre elle-même est le produit de milliards de ces collisions.
On vit sur un objet qui a été littéralement construit à coups de cailloux. Et ces cailloux, ils sont toujours là. Pendant longtemps, la réponse était « on n'en sait rien ». Et de toute façon, on peut rien y faire. Les astéroïdes, c'est un petit peu un sujet de science-fiction, pas un sujet de politique publique. Et puis, il y a eu juillet 1994. Un objet appelé Shoemaker-Levy 9, une comète qui s'est fragmentée en 21 morceaux en passant trop près de Jupiter, a percuté la planète géante. Et pour la première fois de l'histoire, on a pu observer un impact cosmique en direct. Hubble était braqué sur Jupiter. Et ce qu'on a vu était terrifiant. Les morceaux sont tombés un par un sur 6 jours. Chaque impact a créé une boule de feu qui montait à des milliers de kilomètres au-dessus de l'atmosphère jovienne. Le fragment G, le plus gros, a frappé avec une énergie de 6 tératonnes de TNT. C'est 600 fois l'arsenal nucléaire mondial. La totalité de toutes les bombes atomiques jamais construites par l'humanité multipliée par 600. Et la tâche laissée sur Jupiter par ce seul fragment était plus grande que la Terre elle-même, plus grande que toute notre planète. Et ça a été un électrochoc. Pas pour le grand public qui a vu ça comme un beau spectacle astronomique, mais pour les agences spatiales et les gouvernements. Parce que si ça peut arriver sur Jupiter, ça veut dire que ça peut aussi arriver ici. Et contrairement à Jupiter, on n'a pas une atmosphère de 70 000 km d'épaisseur pour amortir le choc. On a 100 km. Autant dire rien. Jupiter, c'est un aspirateur cosmique. Sa gravité attire et absorbe une bonne partie des débris qui traversent le système solaire. En un sens, Jupiter nous protège, mais elle ne peut pas tout attraper. C'est après Shoemaker-Levy 9 que les choses ont vraiment commencé à bouger. Le Congrès américain a demandé à la NASA de cataloguer 90% des objets de plus d'1 kilomètre croisant l'orbite terrestre. Aujourd'hui, on est à environ 95%. Sur les gros, on est plutôt bon. On sait où ils sont, on connaît leurs orbites, et aucune ne menace la Terre dans les 100 prochaines années. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, eh bien, c'est tout le reste. Les objets de plus d'1 kilomètre, on les a trouvés. Et les objets entre 50 et 300 mètres, ceux qui sont capables de raser une ville ou de dévaster une région tout entière, on en connaît à peine 40%. Il en reste des dizaines de milliers qui n'ont pas encore été repérés. Et puis il y a les petits, ceux de 15 à 20 mètres, comme ceux de Chelyabinsk, qu'on ne voit quasiment jamais venir. Ils sont trop petits, trop sombres, et ils vont beaucoup trop vite. Et le problème, c'est pas seulement qu'ils sont petits, c'est qu'ils peuvent arriver dans n'importe quelle direction. Et surtout, ils peuvent arriver du côté du Soleil. Et comme on l'a dit, nos télescopes au sol sont aveugles dans cette direction parce qu'on ne peut pas pointer un télescope vers le Soleil sans le griller. C'est exactement ce qui s'est passé avec Chelyabinsk. L'objet venait du ciel, mais on ne l'a tout simplement pas vu. En 2019, un astéroïde est passé à 72 000 km de la Terre. C'est 5 fois la distance Terre-Lune et on ne l'a détecté que 24 heures avant. Qu'est-ce que vous voulez faire en 24 heures à peine ? C'est pour ça que la NASA développe NEO Surveyor, un télescope spatial en infrarouge conçu pour observer les zones que nos télescopes au sol ne voient pas. Parce que le premier problème, avant même de savoir comment est-ce qu'on peut dévier un astéroïde, eh bien c'est de le voir arriver. Parce que vous pouvez avoir la meilleure technologie de déviation du monde, si vous ne voyez pas l'objet, ça ne sert à rien. C'est comme avoir un airbag dans une voiture sans pare-brise. La protection existe, mais si vous ne voyez pas l'obstacle, eh bien ça se déclenche trop tard. Et d'ailleurs, en parlant de déviation, on a fait un truc assez incroyable en 2022. Le 26 septembre, la NASA a volontairement crashé une sonde de 600 kg environ sur un petit astéroïde appelé Dimorphos. Il fait 160 mètres de diamètre et il orbite autour d'un astéroïde plus gros dit Dimos. La mission s'appelait DART, pour Double Astéroïde Redirection Test. L'idée est simple sur le papier. Vous prenez un objet, vous le lancez très vite sur l'astéroïde et l'énergie du choc modifie légèrement sa trajectoire. C'est ce qu'on appelle un impacteur cinétique. C'est pas une bombe nucléaire, c'est pas un laser géant, c'est juste de la physique de base. Un transfert de quantité de mouvement. Et ça a marché. L'orbite de Dimorphos autour de Didymos a été raccourcie de 32 minutes. 32 minutes, ça paraît pas énorme dit comme ça, mais c'est là que le temps entre en jeu. Si vous détectez un astéroïde dangereux 10 ans, 20 ans, 30 ans avant l'impact potentiel, ces 32 minutes de décalage orbital se transforment en milliers de kilomètres de déviation au fil des orbites. C'est un petit peu comme tourner le volant d'1 degré sur une autoroute. Sur 100 mètres, ça change rien, mais sur 500 km, vous êtes dans un autre pays.
Après, il existe d'autres méthodes. Le tracteur gravitationnel. Vous placez une sonde en orbite de l'astéroïde pendant des années, et la gravité de la sonde, aussi infime soit-elle, tire doucement l'astéroïde hors de sa trajectoire. C'est élégant, c'est propre, mais ça demande des décennies de préavis. Il y a aussi l'option nucléaire, mais pas comme dans les films. On fait pas exploser l'astéroïde, ça serait la pire idée possible, parce qu'au lieu d'un gros caillou, on se retrouverait avec des milliers de fragments qui arrivent tous en même temps. Non, là l'idée c'est de faire exploser une charge à proximité de la surface pour vaporiser une couche de roche, et le jet de matière éjectée agit comme un propulseur naturel qui pousse l'astéroïde dans l'autre direction. C'est la méthode de dernier recours pour les plus gros objets détectés trop tard pour les autres techniques. Et puis il y a d'autres méthodes encore plus exotiques qui sont à l'étude. L'effet Yarkovsky par exemple. On peint une face de l'astéroïde en blanc pour modifier la façon dont il absorbe et réémet la chaleur du soleil, ce qui crée une poussée infime mais constante sur des années. Oui, il y a aussi le billard spatial, on dévie un petit astéroïde pour qu'il percute le gros. C'est de la mécanique céleste de précision, mais on n'y est pas encore. En tout cas, le fait qu'on y réfléchisse sérieusement, c'est déjà quelque chose. Sauf que, et c'est là le point crucial de tout ce qu'on vient de raconter, toutes ces méthodes, sans exception, ne marchent que si on le détecte à temps. Si on détecte l'astéroïde 10 ans avant, on peut agir. Si on le détecte 6 mois avant, ça devient très compliqué. Et si on le détecte 24 heures avant, comme celui de 2019, on ne peut absolument rien faire. Absolument rien. On regarde, et on espère que ça tombe dans l'océan. D'ailleurs, il y a un cas concret qui illustre parfaitement tout ça. En 2004, les astronomes ont découvert un astéroïde d'environ 340 mètres de diamètre. Ils l'ont appelé Apophis, du nom du dieu égyptien du chaos. Et les premiers calculs orbitaux ont donné un résultat qui nous a inquiétés. 2,7% de chance d'impact sur la Terre en 2029. 2,7, ça paraît faible, sauf qu'un astéroïde de 340 mètres, capable de libérer une énergie de plusieurs centaines de mégatonnes, c'est énorme. Apophis a été classé niveau 4 sur l'échelle de Turing, le niveau le plus élevé jamais atteint par un objet réel. Pour vous donner une idée, l'échelle va de 0 à 10. Et avant Apophis, aucun objet n'avait dépassé le niveau 1. Finalement, des observations plus précises ont permis d'exclure le risque d'impact. Apophis ne frappera pas la Terre. Il passera à 31 000 km de la surface. C'est plus proche que nos satellites géostationnaires, et on pourra le voir à l'œil nu dans le ciel nocturne. Un caillou de 340 mètres visible sans télescope, passant entre la Terre et ses propres satellites. Ça donne une idée assez claire de la marge avec laquelle on joue. Et puis il y a un autre dont on parle moins mais qui mérite d'être mentionné. 1950 DA. Un astéroïde d'1 km de diamètre qui croisera l'orbite terrestre en 2880. 1 km, c'est la taille à partir de laquelle les conséquences deviennent globales. Alors, pas de panique, on a encore 850 ans devant nous, ce qui est largement suffisant pour agir. Mais ça montre que le problème ne disparaît pas. Il y aura toujours un prochain astéroïde à surveiller, toujours un prochain calcul orbital à affiner. C'est un travail qui ne s'arrête jamais. Mais il y a quand même un point qu'on oublie souvent quand on parle d'astéroïdes. On les voit tout le temps comme une menace. Et c'est normal, avec tout ce qu'on vient de raconter. Sauf que les astéroïdes, c'est aussi autre chose. C'est les objets les plus anciens du système solaire. La Terre a 4,5 milliards d'années, mais les roches les plus anciennes qu'on trouve à sa surface ont environ 4 milliards d'années. Le demi-milliard manquant a été effacé par la tectonique des plaques, l'érosion et le volcanisme. La Terre recycle en fait en permanence sa propre surface. Elle efface les traces. Les astéroïdes, eux, n'ont pas de tectonique, n'ont pas d'atmosphère, pas d'érosion. Ils sont restés tels quels depuis la formation du système solaire. Ce sont un petit peu des capsules temporelles de 4,5 milliards d'années. Ce sont des fossiles du nuage de gaz et de poussière qui a donné naissance au Soleil et à toutes les planètes. Et quand on va les chercher, on trouve des choses extraordinaires. La mission japonaise Hayabusa 2 a ramené des échantillons de l'astéroïde Ryugu en 2020. La mission américaine Osiris-Rex a ramené des échantillons de Bennu en 2023. Et dans ces échantillons, on a trouvé des acides aminés, les briques élémentaires de la vie. On a trouvé de l'eau piégée dans des minéraux depuis 4,5 milliards d'années. Et ça ouvre une hypothèse qui change complètement le regard qu'on porte sur ces objets. Pendant les premières centaines de millions d'années du système solaire, la Terre aurait été bombardée en permanence par des astéroïdes, des comètes. C'est ce qu'on appelle le grand bombardement tardif.
Ces objets ont peut-être apporté une partie significative de l'eau des océans terrestres. Certains chercheurs vont même plus loin. Les molécules organiques nécessaires à la vie auraient été livrées par ces impacts. En gros, les mêmes objets qui peuvent détruire la vie sur Terre sont aussi ceux qui l'ont rendue possible. Quand vous buvez un verre d'eau, l'eau qui est dans votre verre a été livrée par un astéroïde il y a environ 4 milliards d'années. Et ça, c'est fascinant quand on y pense. Les astéroïdes sont les seuls objets du système solaire qui n'ont pas été transformés par la chaleur, la pression, la chimie planétaire. Quand on étudie les roches terrestres, on étudie des roches qui ont été fondues, compressées, recyclées des dizaines de fois. Quand on étudie un échantillon d'astéroïdes, on regarde littéralement la matière première du système solaire. C'est un petit peu comme trouver les ingrédients d'un gâteau juste avant la cuisson. Ça nous dit des choses qu'aucune roche terrestre ne peut nous dire. Et puis, il y a aussi un autre intérêt aux astéroïdes. Ils contiennent des métaux. Beaucoup de métaux. Il y a du fer, du nickel, du cobalt, du platine et surtout des terres rares. Ces éléments dont on a désespérément besoin pour nos technologies. Aujourd'hui, on les extrait dans des mines terrestres, dans des conditions souvent désastreuses, que ce soit pour l'environnement, mais aussi pour les populations locales. Le cobalt du Congo, extrait par des enfants dans des mines artisanales. Le lithium au Chili, qui assèche des écosystèmes entiers. Les terres rares de Mongolie intérieure, qui laissent derrière elles des lacs toxiques. Votre téléphone contient une trentaine de ces matériaux différents, et chacun d'entre eux a été trouvé quelque part dans une mine sur Terre. Et dans l'espace, il y a un astéroïde qui s'appelle 16 Psyché. C'est un objet de 226 km de diamètre, un mélange de roches et de métal, principalement du fer et du nickel. Les estimations de sa valeur sont inestimables, mais ce qui compte, c'est le principe. Il y a là-haut des quantités de matières premières qui dépassent tout ce qu'on aura sur Terre. La NASA a lancé une sonde vers Psyché en octobre 2023, elle arrivera en 2029. Alors pour nuancer quand même, on n'est pas encore à exploiter les astéroïdes, absolument pas. Le coût pour envoyer quoi que ce soit dans l'espace reste colossal. Plusieurs milliers de dollars par kilogramme rien que pour atteindre l'orbite basse. Mais les technologies avancent, les moteurs ioniques permettent de voyager loin avec très peu de carburant. Et si un jour l'exploitation minière spatiale devient rentable, si ça arrive un jour, ça pourrait tout changer. Plus besoin de ravager des écosystèmes entiers pour extraire du minerai. Et le plus fou, c'est que ça ne demande aucune physique nouvelle. Pas de science-fiction, pas de principe inconnu, juste de l'ingénierie, du temps et de l'argent. En tout cas, ce que je trouve intéressant avec les astéroïdes, c'est que ce sont à la fois les objets les plus dangereux de l'univers, en tout cas pour nous, pour notre planète, mais peut-être la solution à un certain nombre de nos problèmes. Malgré tout, pour s'en protéger, nous devons continuer à regarder le ciel, et surtout, de le regarder au bon moment. Merci à Desblocs d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous voulez profiter de tout ça, avec les 4% d'intérêt fixe sur votre compte courant, les fonctionnalités crypto et les autres avantages dont je vous ai parlé, vous avez tous les liens en description.